Donc bonsoir à tous, on se retrouve après la projection du film, donc avec Marie-Pascale. Donc déjà, je voulais commencer avec une petite question sur le contexte du commencement de ce travail de film. Donc on voit que c'est des questionnements qui te travaillent depuis, on sent que c'est des souvenirs depuis l'enfance, etc. Et du coup, comment t'en es venu à imaginer que ça prenne la forme d'un film et démarrer ce travail-là, de commencer à filmer, enregistrer, voilà. Euh, je- j'ai, c'est irrationnel peut-être, mais j'avais l'impression, une espèce de certitude que c'était une histoire qui concernait pas que moi, même si c'était des questions très personnelles. Les manques, les flous que je sentais, c'était vraiment ceux aussi de mon pays ou des choses, des endroits où quand je sortais ce chant de gorge naturel, enfin je sais pas trop comment l'appeler, ça comblait quelque chose de tellement puissant. Ça faisait vibrer une joie tellement profonde, enfin, c'était tellement fort que je me dis, ça ne m'appartient pas qu'à moi, enfin, c'est plus grand que moi et il faut que je partage. Fallait que je le suive. Je ne savais pas où j'allais aller. C'était compliqué même d'expliquer aux gens mon film, ce que je cherchais, ce que je voulais, parce qu'en fait, je ne le savais pas vraiment, à part qu'il fallait que je le suive, que c'est ce chant qui allait répondre à des questions. Et, euh, et aussi, tout simplement, parce que je suis actrice, je suis réalisatrice et que le médium du cinéma, c'était pour moi la façon de raconter une histoire. Peut-être que si j'avais été peintre, je l'aurais fait autrement. D'avoir un projet m'a donné le courage aussi de continuer quand les obstacles étaient grands parce que sans film, il y aurait eu beaucoup de raisons d'abandonner à plusieurs moments. Et je pense que d'être poussé par un projet, même face à ma famille, c'est étonnant, mais parfois quand tu es comme quand ils ont vu le film d'ailleurs, quand il y a un public, c'est comme si ça aidait parfois à parler de choses trop intimes ou parfois trop douloureuses ou fragiles, en tout cas dans des certaines zones, euh, ouais, certaines zones fragiles que j'avais besoin d'être soutenue et de faire un film me permettait ça. Donc après, comme je savais que je voulais suivre le chant de gorge et son chemin, euh, je savais aussi que la quête était le film et qu'il fallait qu'on tourne les repérages et que c'est là où j'ai vraiment eu de la chance d'être avec Julie qui avait fait l'image de mon court-métrage de fin d'études et qui vient de Marseille d'ailleurs. Et, et, euh, et Julie, dès le départ, on n'avait aucun moyen, on avait un zoom, un 5D, un 7D, puis tout de suite, elle m'a suivi dans cette quête-là, et puis peu à peu, les moyens sont venus. Enfin, ça s'est fait, on le voit un petit peu dans le film, mais ça s'est fait sur 7 ans. On a commencé les tournages en 2012, et on a terminé le montage en 2019, donc voilà. Et justement, par rapport à ton équipe technique, donc on voit dans le générique qu'il y a 2 personnes à l'image et 2 personnes au son. Mm. Et je me demandais un peu comment tu avais travaillé avec eux, puisque il y a beaucoup de scènes, par exemple, dans ta famille, avec tes parents, tes grands-parents. Et est-ce que c'était quelque chose de compliqué à inclure des gens autres que ton cercle familial comment ça s'est passé, en fait, d'inclure des personnes et de les faire rentrer un peu dans cette sphère-là avec l'enregistrement en plus Mais c'est surtout Julie qui a suivi tout le tournage. Étienne, il est venu à la fin. Ouais, les 2 dernières semaines, enfin la toute fin du tournage, pour apporter aussi une certaine stabilité à l'image. Je voulais quelque chose qui frétille, qui se cherche, et puis aussi des raisons toutes bêtes de coproduction, ou comme c'est une coproduction avec le Canada, il fallait que je travaille avec un Québécois, avec un voilà. Et Julie étant française, j'ai dû terminer, mais pendant comme toutes les années, c'est elle qui m'a suivie. Et, euh, et ma famille la connaissait un moment, quoi. Il y a un moment où elle était toujours là. Enfin, c'était Julie, elle était là avec sa caméra qui était jamais cachée. On n'a pas fait genre, on vous dit pas qu'on tourne, quoi. C'était toujours expliqué. Après, ma famille, c'est comme s'il y avait deux réactions. À la fois, ils étaient un peu méfiants. Qu'est-ce que tu veux raconter? Et en même temps, ils voulaient. Enfin, c'est comme si je faisais pas le travail à leur place, mais ça permettait aussi de libérer, de fouiller des choses. Donc, ou en tout cas, je sais pas. Je peux pas parler pour tous les membres de ma famille. Ils ont des avis différents,
Mais le fait que ce soit inscrit sur la durée, ça a permis un peu de l'oublier. Enfin parce que, bon, comme ça s'est tourné sur plusieurs années et que le film dure 1 heure et demie, il y a aussi beaucoup de choses qu'on n'a pas montées. Donc, ça permettait, voilà, ce temps-là permettait aux gens de s'habituer à la présence d'une caméra. Et le son, on en a eu à partir d'Igloolik. Avant, c'était juste avec nos moyens, un zoom et HF, tout ça. Mais après, à partir d'Igloolik, là, on a eu une preneuse de son à Igloolik et puis une autre après pour la fin du tournage. Et du coup, ce que tu disais sur donc le fait qu'au début, tu savais pas forcément vers quoi ça allait te mener, donc que ça s'est vraiment construit au fur et à mesure. Et est-ce que au montage, est-ce que c'était quelque chose, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui se sont révélées ou c'était vraiment plutôt au fur et à mesure de tourner et de... Ben, c'est là où c'était bien que je travaille pas seule, qu'il y ait quelqu'un à l'image, déjà parce que je suis dedans, donc je pouvais pas faire l'image, et puis c'est pas mon travail à moi, c'est pas là-dedans que je me sens à l'aise, mais ça me permettait d'avoir une personne toujours là pour parler ensuite de ce qui se passait, parce que je vivais les choses qui sont filmées, donc c'est hyper bouleversant, enfin c'est émotivement engageant, on va dire, comme quête, et d'avoir eu un suivi comme ça avec Julie sur des années, ça a permis un recul et de façonner les prochains tournages ensemble avec du temps. Si ça s'est fait en 7 ans, c'était pas en continu, c'était pas à temps plein. Il y a eu du temps entre chaque période de tournage où j'évaluais, enfin j'organisais les tournages en fonction de ce qui avait été tourné. Ça s'est fait quand même un peu au fur et à mesure. Mais c'est sûr que au montage, ça a été vraiment un travail plus d'équilibriste, de trouver l'équilibre juste entre la double quête, la quête familiale et la quête du chant de gorge, et de ne pas en délaisser une trop longtemps, mais de ne pas non plus y aller trop pour... fallait trouver cet équilibre-là au montage. Ça a été... et là aussi, il fallait que je travaille avec quelqu'un d'autre que moi. Donc ça s'est fait... disons que ce qu'on s'était donné, on s'était donné quand même des contraintes, qu'il fallait que la musique, que le son, que le chant soit le guide, parce que sinon, quand tu arrives, surtout dans le Grand Nord, tout est incroyable. C'est que des choses que tu n'as jamais vues avant. C'est beaucoup de premières fois, justement. Mais... T'as de bague. Mais donc, tu as envie de tout filmer, de poser des questions sur tout, sur l'éducation, sur le système de santé, sur les valeurs, sur la religion, sur comment ils adoptent les enfants. Mais il fallait toujours se dire, faut pas se disperser. Faut que les choses viennent du chant et qu'on soit pas non plus dans une forme d'entrevue. Faut que la parole de Charlotte vienne d'elle-même, faut que ça vienne de l'intime. Et pareil avec ma famille. On s'était donné quelques règles de narrative, et puis après ça s'est fait au fur et à mesure. Par rapport à Charlotte, justement, on voit que c'est une rencontre qui prend aussi son temps sur la durée, quoi. On voit que tu la rencontres et ensuite il y a 2 ans qui se passent avant que tu ailles visiter sa famille, etc. Et on a une question dans le chat sur votre rencontre, justement, puisqu'il y a une de ces phrases qui est dite sur le fait que c'était une rencontre d'âme. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre avec Charlotte? Comment ça s'est passé? J'ai commencé à préparer le film quand j'étais à Paris, parce que depuis 2009, je vis en France. Même ça, je pense que ça a aidé aussi cette distance avec mon pays natal. Mais j'ai commencé à chercher... je voulais aller dans le Grand Nord, et puis là, j'ai vite vu que c'était très cher, inaccessible, il fallait être invité. Enfin, il y a même plein d'endroits où il n'y a juste pas d'hôtel, tu peux pas y aller. Et j'ai vu qu'il y avait une communauté inuite à Ottawa, ce qui est beaucoup plus proche de Montréal, plus accessible. Et il y a une école réservée aux Inuits. Et j'ai appelé le directeur qui m'a mis en lien avec une prof, et cette prof m'a mis en lien avec Charlotte. On s'est parlé au téléphone, je sais pas, pendant au moins 1 heure, quand j'étais dans mon petit studio parisien, genre, je parle à l'Inuit. Puis là, ouais, c'était pas pour me casser, mais c'est vrai qu'elle a dit, c'est pas de la musique, c'est pas des cours de musique non plus. Faut que je te rencontre. C'est une rencontre d'âme. Et là, c'est encore ce truc irrationnel, ou cette une espèce d'intuition très forte où il fallait que j'y aille. Il fallait que je prenne mon billet d'avion. Et puis c'est un peu le test. Là aussi, il y a des producteurs qui ont embarqué dans le truc. Ils
ils savaient pas trop en quoi ils croyaient en l'histoire, enfin, mais ils se sont dit, enfin, là, faut que tu y ailles, et puis on verra après s'il y a un film qui se fait. Enfin, du coup, aussi, une espèce de pression à cette rencontre d'âme. Là, tu dis, OK, c'est gentil, la rencontre d'âme, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Est-ce que... puis voilà, ça s'est fait. On s'est rencontrés et on a parlé, mais c'est surtout quand on s'est mis à chanter. Là, il y avait... Ça répondait aux questions, ça répondait... l'émotion était juste, elle était dans le chant, et puis on s'est rencontrés. Ok, je vais continuer avec une question aussi du chat. Par rapport à la couleur rouge, donc pourquoi déjà ce titre et pourquoi l'omniprésence de la couleur rouge au fil du film? Là aussi, je me suis dit, ça va durer longtemps et je veux un signe distinctif où on peut me reconnaître de loin. Donc, j'ai décidé à partir du moment où on a commencé à tourner de toujours avoir un accessoire rouge sur moi. Et les Inuits font partie donc des peuples autochtones qu'on appelait avant les peaux rouges. Et en fait, pour moi, le titre, j'ai même pas pensé à l'oiseau du tout. C'était mes 2 symptômes de naissance. Enfin, je sais pas comment, mes symptômes autochtones. Quand je suis née, en fait, on a cru que j'avais la jaunisse. On m'a fait passer plein de tests. J'étais en parfaite santé. C'est juste que je suis née bronzée, contrairement à ma sœur qui est très claire, les yeux verts. Donc, il y a déjà ma peau qui m'a trahi en quelque sorte, ou en tout cas qui trahissait un métissage ou quelque chose qui m'a questionné après. Je viens très foncé l'été. Donc, rouge la peau et gorge le chant. C'est mes 2 symptômes dans le titre. Et puis, c'est l'oiseau après. Ok. Par rapport à toute la question de découverte de cette culture inuite, et on voit d'ailleurs, le spectateur suit avec toi et découvre en même temps que toi certains pans de cette histoire, etc. Comment tu te plaçais par rapport à la question de l'appropriation culturelle? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a traversé l'esprit ou t'a hanté à un certain endroit ou pas du tout, au contraire, plutôt... Ben c'est très récent, en fait, ces questions. Tout se fait... quand j'ai commencé à faire le film, on n'en parlait pas du tout. Enfin, c'était pas encore un sujet d'actualité. Et à chaque fois que j'ai rencontré des Inuits, je pouvais pas cacher que je chantais. C'était mon guide. Donc, pour moi, c'était... j'ouvrais... Enfin, je ne cachais rien. Et je prétendais rien non plus. J'étais en quête. J'étais pas en train de dire, mais en fait... je suis autochtone, je suis inuit, je cherchais ce que j'étais, je cherchais d'où ça venait, puis j'allais vers eux. J'étais pas là pour leur montrer le chemin, pour dire voici comment il faut faire, comme on a beaucoup fait dans l'histoire par rapport à eux. J'allais vers eux, moi en étant l'apprenti, dans cet état d'apprentissage et d'ouverture aussi. Du coup, j'ai gardé consciemment plein de moments où ma naïveté, elle est montrée. Enfin, waouh! Enfin, c'est pas une question qui a été posée pendant le tournage, enfin, pendant du coup l'expérience, l'aventure. À aucun moment, dès que je chantais, on m'ouvrait les portes, les bras. Enfin, c'était... leurs questions, leur méfiance tombait quand je chantais. Donc, c'était plutôt une façon d'ouvrir des portes que de les fermer. Et c'est une fois que le film s'est terminé que les questions se sont posées. Que là, parce que moi, je l'ai vécu, cette histoire. Donc, le chant de gorge fait partie de ma vie. Enfin, c'est concret, quoi. C'est des vibrations que mon corps produit. Et puis, c'est un apprentissage que j'ai qui grandit. Enfin, je peux pas désapprendre, je peux pas me désémouvoir de ce qui m'a bouleversée, de ce qui m'a émue. Donc ça grandit. Donc même si je suis en France et qu'il n'y a pas d'Inuit, ce chant il continue à faire son chemin à l'intérieur et ça influence tout ce que je fais comme artiste. Même comme comédienne, je joue différemment en m'appuyant sur la respiration, sur d'autres sons, sur le travail des voix. Enfin, c'est partout, c'est en moi, quoi. Et ce qui là c'est sensible. C'est une valise un peu lourde parce que y a une chanteuse de gorge Inuk qui a vu de l'extérieur que je faisais du chant de gorge et qui m'a attaquée en m'accusant d'appropriation culturelle, mais sans
Ce que je trouve triste, moi, c'est qu'on n'a pas pu dialoguer, qu'on n'a pas pu parler. Ça a été une question d'ADN. Elle m'a demandé mon test ADN. Enfin, c'était très violent. Enfin, puis elle voyait que je vivais à Paris, donc c'était... Mais are you French? Be French. Mais même là, bon, déjà, elle sait pas que je suis née à Montréal. Je suis aussi française par ma mère, mais être français, je vais pas manger du camembert toute la journée, enfin, avec un béret. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, et en même temps, ayant aussi vécu cette expérience-là, la souffrance, elle est réelle. Enfin, la colère, elle est légitime. Mais voilà, c'est une valise plus lourde que je pensais, ce film, cette histoire. Mais ça me connecte, ça me fait vivre encore quelque chose de tellement puissant quand je chante que ça va aller. J'ai trouvé la façon de surmonter les nouveaux obstacles que j'avais pas prévus en faisant le film. Les questions me sont... Ok. Donc on a beaucoup de réactions. Donc je remonte un petit peu. Je voulais lire quelques réactions. Donc déjà, il y a beaucoup de remerciements pour ton film. Bravo, Merci. Bravo pour le travail. Donc il y a quelqu'un qui demande est-ce que le chant de gorge implique d'être toujours aussi proche physiquement parce qu'on ressent une grande intimité dès qu'il y a un duo qui se crée et aussi j'ajouterais aussi par rapport à ça, on a même l'impression que c'est une fusion de deux voix, quoi. On peut même plus distinguer forcément qui chante quelle partie, c'est vraiment une grande harmonie, quoi. Ben c'est un canon, c'est un motif rythmique en décalé. Donc, il y en a toujours une qui commence, qui mène, l'autre qui suit. Et on utilise l'inspire et l'expire. Donc, c'est ce qui fait aussi une espèce de mouvement continu. On ne sait plus démêler qui fait quoi. Et on est proche déjà pour suivre. En fait, moi, je suis sur les lèvres de l'autre pour réussir juste à suivre le chant. Après, c'est vrai que c'est déjà de faire ce chant-là à deux. Il y a tous les masques qui tombent, sans mauvais jeu de mots en ce moment, mais t'as vraiment quelque chose de très brut. Et de regarder dans les yeux de l'autre, ça, j'ai pas été capable. C'est trop d'intimité. C'est comme si on rentrait dans... Enfin, déjà de le vivre à deux et de suivre sur les lèvres. Il y en a qui disent, mais aucun Inuit a pu me le confirmer, que les femmes avant utilisaient la bouche de l'autre comme caisse de résonance pour faire résonner les sons, donc elles se rapprochaient même encore plus. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Du coup, ça chante en particulier à deux ou ça peut être aussi en plus grand groupe Traditionnellement, c'est à deux. D'accord. Ouais. Maintenant, après, il y en a qui la tradition est vouée à dévier, mais traditionnellement, c'était des femmes et à deux. Mais aujourd'hui, il y a des hommes aussi qui s'y mettent, il y a des... Ouais, comme c'est un canon, c'est compliqué d'être à trois, ou alors il y en a deux qui suivent une des deux voix, mais pour suivre, parce qu'après, il faut jouer, c'est une joute, faut essayer de tenir, c'est celle qui tient le plus longtemps qui gagne, mais il faut accélérer, décélérer, ce qui est bien plus difficile. On joue avec les textures vocales aussi, avec le pitch, le niveau, et le but, c'est justement qu'il n'y ait aucune des deux voix qui soit plus forte que l'autre, qui se distingue des autres. Donc, il faut toujours être en mimétisme avec ce que la leader propose. Donc, c'est aussi l'effet d'une seule voix. T'as pas le soliste. Donc, il y a Léa Fabre qui dit encore très beau film. Et elle trouve que donc, évoquer une histoire avec un grand H, avec un point de vue intime, c'est délicat, mais souvent un bon prisme. Et pour le coup, elle trouve que c'est une œuvre très réussie. Merci Léa Fabre. Voilà. J'avais peut-être... je réfléchis si j'ai encore des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voulais juste savoir au niveau de la rencontre avec Charlotte, parce qu'il y a des moments à cause grâce au chant, à la chanson,
chansons que vous faites ensemble, mais aussi la position que vous avez, tout ça, il y a un côté très sensuel, mais en même temps, il y a un sentiment de sororité entre vous deux, que parfois, en tant que spectateur, on n'arrive pas forcément à distinguer entre les deux. Et je peux, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi très lié à tout ce genre de culture aussi, parce que, par exemple, moi, dans ma culture, la sororité peut être aussi un peu sensuelle. On se touche beaucoup, on est très intime, mais ça vaut pas rien dire en fait. Ça dépasse pas. Je voulais juste savoir ça dans cette culture inuite. Et c'était quoi aussi ton sentiment? Parce que moi, en voyant le film ici en Europe, et avec toutes ces questions qu'on a, je ne sais pas si c'est arrivé pour d'autres personnes en voyant le film, mais on a l'impression que ça peut être quelque chose de très sensuel aussi. Je veux juste savoir ton avis. Alors juste, je reprends la question juste pour qu'elle soit disponible aussi. Par rapport au fait que on voit du coup ces partages-là qui peuvent être vus comme sensuels aussi, il y a ce côté de sororité et j'essaie de résumer, mais voilà, comment c'est perçu dans la culture inuite. Comment c'est perçu dans la culture inuite, ça je sais pas, enfin je ne veux pas nécessairement parler à leur place, mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles c'est une des premières choses que les missionnaires ont empêché. Peut-être que c'était tellement justement sensuel, et puis deux femmes si proches l'une de l'autre, c'est vraiment une des premières choses qui a été interdite. Après, c'est... Qui renforçait aussi la force féminine aussi, non? Qui donnait beaucoup plus de pouvoir aux femmes. Ah ben ça, c'est sûr que c'est pas le pouvoir des femmes, c'est pas du tout dans la même chose que notre culture. Enfin, pour moi, c'est aussi une façon d'exprimer toutes les voix de ce que c'est que d'être une femme. Enfin, ça peut être très doux, très, très sensuel. Tu peux avoir envie de mettre des paillettes, mais tu peux aussi accoucher dans un igloo, aller à la chasse, être une guerrière. Enfin, c'est une façon le fait d'avoir toutes ces textures vocales. En tout cas, à produire, c'est assez incroyable. Ça fait circuler des choses où notre corps n'a pas l'habitude d'aller. Et ça dénoue, c'est concret, ça le fait vivre, parce que l'air circule. Et le fait de le faire à deux, c'est peut-être là où j'ai compris ce que Charlotte voulait dire par la rencontre d'âmes, le côté de sororité, où déjà ça m'a quand même surprise parce que j'avais moi aussi tous mes stéréotypes qui viennent avec quand j'avais l'imaginaire, les Inuits, avant de la rencontrer, qui je vais rencontrer. Est-ce qu'il y a des plumes, des tresses? On est toujours là. Nous aussi, même au Canada, on est baignés dans les stéréotypes. Et moi, à l'école, les Inuits, c'était lié à Jacques Cartier, le 16e siècle, quoi, qui vivent aujourd'hui. C'est pas des archives en noir et blanc, quoi. Charlotte est arrivée devant moi, puis en fait, on était habillés pareil. Enfin, toutes les deux, on était en jeans, les cheveux longs. Enfin, c'est presque... j'y voyais presque une ressemblance. Après, je sais que je les vois partout, les ressemblances, mais il y avait quelque chose d'étonnamment pas si loin. Et après, quand tu chantes... elle me dit, Charlotte, tu peux pas chanter avec tout le monde. Et j'ai essayé, c'est déjà arrivé que je chante avec une autre Inuk à Igloolik où ça marche pas. Pourtant, là, j'étais à Igloolik, ça faisait déjà quelques années que je pratiquais. C'est pas que t'es bon, pas bon, c'est comme ce chant, tu peux pas fausser, il n'y a pas de partition, mais juste, il y a des gens, puis il faut pas mal le prendre. Cette fille, on s'entendait bien, il n'y a pas de problème, mais juste, le chant il voulait pas sortir. Et avec Charlotte, le chant est tout de suite sorti. Donc, c'est là où je me suis dit, c'est peut-être... au fur et à mesure de cette aventure, expérience, je réalisais à chaque fois un peu plus ce qu'elle voulait dire par rencontre d'âme. Et parce que on peut pas ignorer le fait que déjà, on est physiquement proches. Ça, c'est aussi très concret, très... Puis après, on rentre un peu en transe ensemble. C'est une transe, mais à la fois... ce que je dis, c'est physique. Il faut que je sois en forme physiquement pour chanter. Donc, ça te ramène dans ton corps. Tu peux pas partir complètement loin. Tu restes quand même vraiment là et connecté à l'autre. Du coup, quand tu pars ensemble. C'est là où il y a quelque chose qui c'est sensuel. C'est
un orgasme guttural. C'est pas c'est ailleurs que ça se situe. Mais quand même, il faut... voilà, il y a beaucoup de confiance aussi qu'il faut avoir pour chanter ensemble. Donc, on peut pas nier le côté sensuel. Il faut pas en avoir peur pour chanter avec quelqu'un. J'avais encore une question par rapport au... Enfin, on voit que tes recherches sur ta quête d'identité et tes recherches de racines, tu t'appuies aussi sur des... Enfin, t'essayes de t'appuyer sur des bases aussi très concrètes, de trouver des images, de rechercher des photos, faire un test ADN, etc. Et on voit que c'est pas forcément ce qui t'amène le plus de réponses. Enfin, il y a aussi cette partie d'intuition dont tu parlais. Et je me demandais, dans ta famille, est-ce que ça avait... est-ce que ce film-là a eu une résonance particulière ? Est-ce que c'est un questionnement, du coup, qui a amené plus de questionnements de leur côté ou pas forcément ? Voilà. Faudrait les appeler. Faudrait leur demander. Non, mais c'est comme toutes les autres... Enfin, c'est toujours mon point de vue. Hein, ça suscite des questions, surtout au moment de le faire, quand j'ai entamé le processus, parce que ça ouvrait des choses qui étaient déjà là. Enfin, tout le monde le savait par rapport au père de ma grand-mère, par exemple. Ses sœurs sont surprises, mais en fait, c'était su. Enfin, c'est juste que ça dérangeait de quelque chose d'en reparler. Et en même temps, les membres de ma famille n'ont pas réagi de la même façon. Il y en a qui m'encourageaient aussi beaucoup. Enfin, quelqu'un va dire les choses, va peut-être faire des recherches qu'on n'a pas fait nous. Donc, je sais... Il n'y a personne qui a pris le relais depuis que j'ai arrêté le film parce que ça s'est fait en même temps. Enfin, les gens voulaient m'aider au même moment, ceux qui me soutenaient là-dedans. Mais c'est vrai qu'aussi, plus j'avançais, plus je me rendais compte que les réponses n'étaient pas là, que j'allais pas les trouver. J'avais besoin de trouver des preuves tangibles. Sinon, c'était un peu trop troublant, peut-être. Il y a quelque chose qui n'était pas palpable. J'essayais de trouver ce qu'il était. J'essayais de... Puis peut-être aussi quand même pour me sentir légitime. Donc finalement, les questions... Là, c'était peut-être pas ces termes-là, appropriation culturelle. C'était pas les mêmes, mais de... qui je suis pour faire ça? Pourquoi ça... Puis après, de me dire, mais non, mais je l'ai pas choisi, mais quand même, tu choisis d'en faire un film. C'est vrai que c'est des questions que tu te poses tout le temps. Et après, quand... Je sais pas, quand l'émotion est là, quand tu le partages et qu'il y a quelque chose qui existe, tu continues. Et pareil pour ma famille. C'est... Quand il y a eu la première mondiale à Montréal, ma famille était dans le public et... je pense que ça nous a beaucoup aidé aussi qu'on ne soit pas qu'une projection dans un salon comme... Bon, là, c'était le cas aujourd'hui, tant mieux, mais parce que moi, je ne vous connais pas, donc c'est pas pareil. Là, avec ma famille, il y avait un public qui pouvait se rendre compte que cette histoire-là, aussi intime soit-elle, aussi familiale à certains égards, elle était, ça touchait aussi les autres, c'était aussi collectif, c'était pas juste sur nous. Ça ouvrait d'avoir de la réaction des gens, les questions après, je pense que c'était bien qu'il soit là aussi à ces moments-là. Puis après, il faudrait que chaque membre... c'est difficile de dire là comment ma famille a réagi, puisque ma famille, c'est plusieurs individus différents, donc je ne vais pas parler pour chacun d'eux, mais en tout cas moi, je me suis calmée avec ces recherches-là, puis c'est ailleurs. Maintenant, les questionnements sont ailleurs. Quelqu'un demande si tu transmets ce à quoi tu as été initiée. Oui, là aussi, c'est dans la question de légitimité. J'ai pas envie de transmettre tout ce que j'ai reçu aussi par le background, le côté sacré, pas juste par rapport aux questions d'appropriation, mais ça m'a pas été transmis dans un cours auquel je m'inscrivais. Mais par contre, ça me fait tellement de bien. Il y a quelque chose qui dépasse le champ... ça, je l'ai senti depuis le début. Ou même d'auto-guérison, je sais pas comment le dire, parce que je veux pas prétendre être guérisseuse, chamane, ou je sais pas, tous les termes qu'on peut utiliser, mais concrètement, de calmer des angoisses, de m'aider dans des insomnies,
ce chant me fait du bien. Donc, j'essaie de transmettre. Je crée depuis 2-3 ans des initiations inspirées du Ketajak, mais inspirées aussi de mon parcours comme artiste. Donc, dans mes cours de théâtre, des cours de danse que j'ai eus. Enfin, j'invente des exercices. Il y en a d'autres qui viennent de toutes sortes de formations que j'ai reçues et j'essaie de tracer un chemin pour le transmettre aux gens qui sont autour de moi parce que je pense qu'on en a tous besoin. Donc voilà, c'est pas des cours de chant de gorge comme tel, mais quand même, ça fait partie. Enfin, c'est teinté. De toute façon, maintenant, il est trop tard, quoi. Ouais, l'empreinte est là. Alors, parfois dans les traditions, dans ces joutes, entre guillemets, les femmes pariaient des choses et même des hommes. Qu'en sais-tu? Rien. Non, mais c'est vrai, on m'a jamais dit ça. Ok. Non, on m'a jamais dit ça. Puis après, c'est vrai qu'il y a un truc, quand je posais des questions aux Inuits, ils aiment pas qu'on leur pose des questions. Enfin, souvent, c'est ça. Quand je posais une question à Charlotte, elle se levait pour se mettre à chanter un peu genre, chante, puis tu verras. Enfin, tes réponses viendront. Donc, sans doute, tout est vrai ou tout est faux. Ça dépend de qui chante. Il y en a pour lesquels c'était vraiment qu'un jeu, quoi, que ludique. Ou en tout cas, c'est ce qu'elle disait. Après, il y en a qui... J'ai déjà entendu dire que certaines femmes chantaient pour invoquer l'esprit des animaux pour qu'ils aillent sur le chemin des chasseurs, parce que les hommes étaient partis, pour qu'ils ramènent la nourriture à la maison. Après, concrètement, c'est dit dans le film, mais c'est vrai que ça réchauffe. C'est un jeu des extrêmes. Il faut aller très aigu jusqu'au très grave et ça active ta circulation sanguine et ça fait du bien, enfin, ça réchauffe. Et c'est vrai que quand il fait froid, toutes les raisons sont bonnes pour se réchauffer. Et aussi, quand même, je me dis, les femmes, elles accouchaient jusqu'à récemment dans les igloos. La grand-mère de Charlotte qu'on voit dans le film est née dans un igloo. Ça fait pas longtemps. En 2 générations, aujourd'hui, Charlotte est sur Facebook, c'est Internet partout, c'est des maisons surchauffées, il y a presque plus de traîneaux à chiens, enfin, pour les touristes, mais sinon, c'est des motoneiges. Enfin, le mode de vie a changé très rapidement. Mais il faut pas oublier que d'accoucher loin des hôpitaux, loin de toute aide possible, il faut préparer... Je me dis quand même que peut-être que ça prépare un peu le souffle, un peu le corps. Ouais, mais je sais pas, c'est pas... Ok. Alors, dans le film, on a étrangement l'impression que c'est Charlotte qui ouvre la dimension politique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'était pas là la quête, peut-être, pour toi? Ou par rapport à cette dimension politique, tout ce qu'elle nous livre sur la culture inuite et le passé... Si c'était pas là dans la... Non. Enfin, est-ce que c'est un peu toi qui aussi amorce cette dimension-là ou parce que là, donc dans la question, la personne dit qu'elle a l'impression que c'est plutôt Charlotte qui amène cette dimension-là. Comme le chant de gorge a été interdit jusqu'à récemment, ça fait partie du travail des missionnaires. Donc, c'est très lié à la colonisation, très lié à la politique. Ce chant le devient. Enfin, tu vois, sa grand-mère ne chante pas. Il y en a qui apparemment ont encore peur même d'entendre des chants de gorge. Ils se sont tellement fait dire que ça évoquait le diable. Ils ont eu peur d'eux-mêmes. Enfin, ils ont eu honte de ce qu'ils étaient. Puis ils ont vraiment eu peur d'incarner le mal. Donc, c'est un chant qui vient avec le bagage politique, comme ça fait partie des interdits, de ce qui revient aussi aujourd'hui. Donc... Charlotte, c'est venu naturellement. Enfin, à un moment donné, on commençait à en parler de ça. Mais c'était difficilement dissociable. On a beaucoup de questions, c'est très chouette. Après, juste un truc qui me vient par rapport à la question de trancher, parce que ça, on me l'a pas dit pour avoir un homme et tout. Ce qui m'étonne de ça, c'est que, justement, moi, ce que j'avais plutôt reçu comme information, c'est que ça... Comme on ne sait pas qui fait quoi de l'extérieur, il n'y a que les chanteuses qui savent qui gagne, qui perd, et que justement, ça assurait le maintien de quelque chose de ludique. Comme il y a qu'elles qui peuvent savoir
l'extérieur ne pourra pas trancher quelque chose qui viendrait pas d'elle, quoi. Donc ça... Je sais pas, ouais, bon, bref. Ok. Alors, quelqu'un demande, est-ce qu'il y a des mots dans ces chants? Très peu. La plupart des chants, ça vient vraiment des sons de ce qui les entoure. Il y a la rivière, le vent. Il y en a un qui s'appelle le chant du phoque qui bout. T'as la scie. Puis à deux, on finit vraiment par entendre l'arbre qui se fait couper, quoi. T'en as un qui c'est une émotion, c'est le seul, le love song, le chant de l'amour. Après, t'as un des chants que j'ai appris, Remelwapik, qui raconte l'histoire d'un petit chien. Et là, c'est le seul où il y a vraiment des mots, mais c'est hyper rare. Après, il y en a qui en inventent aussi, qui mettent des mots, mais genre le chant que moi j'appelle de base, le hamma, c'est pas un mot. Enfin, c'est plutôt toujours des sonorités pour essayer d'imiter ce qu'ils entendent, ce qu'elles entendent. Alors, est-ce que l'expression tête de boule est courante? Voilà, peux-tu Non, préciser? Je sais pas pourquoi ils boguaient avec ça. Là. Okay. Les frères de mon grand-père arrêtaient pas de dire tête de boule. Mais en fait, c'était une façon d'appeler une des communautés amérindiennes, je pense les Atikamekw, qui étaient pas loin, qui étaient dans cette région-là. Et il paraîtrait que ça viendrait du fait qu'ils portaient toujours un gros chapeau de fourrure. Donc, ça leur faisait des têtes de boule. Donc, voilà. Pour l'anecdote. Mais moi, avant que les frères de mon grand-père en parlent, j'avais pas entendu cette expression. Mais en cherchant un peu, j'ai vu que ça existait quand même ailleurs. Il y a quelqu'un qui se demande que vous a chuchoté le monsieur à l'oreille à la fin du film. C'est un secret. Mais je l'ai quand même laissé au montage. Hein. C'est peut-être aussi une envie que le secret vous soit aussi tous dédié, tous adressés, que vous puissiez vous imaginer ce que vous voulez. Par rapport à ça, en fait, c'est à la fin, qui c'était cet homme mystérieux? Je vais juste reprendre la question. Donc, le film qui se termine avec l'entretien, enfin la rencontre avec cet homme qui t'invite plutôt à suivre tes intuitions plutôt que des tests ADN. Et on se demandait qui était cet homme. Et voilà. C'est un ange qui est arrivé, non, mais qui m'est apparu. Enfin, un ange, c'est assez étonnant. Il était là. Il était là quand je suis allée dans cette salle où il y avait toutes les archives. La dame qui m'avait mise en lien avec le lieu des archives photos, parce que je cherchais toujours les fameuses photos d'Inuit. Elle avait annoncé ma venue, un peu pourquoi je venais, et puis lui, il était là, puis il m'a dit « Ah, je t'attendais. » OK. Puis, je sais pas, c'est vraiment une espèce d'apparition un peu magique, quoi. Il était là pour m'aider aussi à finir le film, et donc ma quête plus tu te poses des questions, plus tu t'éloignes. Enfin, c'était l'espèce d'apparition du vieux sage. Ouais, j'aurais pas pu mieux le mettre en scène. Enfin, si je l'avais provoqué, quoi, c'était... Et au niveau de la validation, parce que justement, je réalisais que mes origines, c'était pas juste des photos, des noms, un test ADN. Ce qui me dit dans l'oreille, voilà, c'est pas non plus voilà, je sais qui est ton père, tu sais, ça je vous le dis, c'est pas ça. c'est plus métaphorique et mais n'empêche que sa présence fait cette rencontre-là, même si elle fut brève, quand même, ça a validé beaucoup de choses à l'intérieur. Il a été vraiment très important. On est encore en lien, on s'écrit de temps en temps. C'est vraiment Édouard, quelqu'un qui est arrivé de manière un peu magique, ouais. Mais ça validait des choses. Sans que ce soit les origines Enfin, les arbres généalogiques, c'est porteur de beaucoup de choses. Mais je pense pas que mon âme ait une d'ADN, par exemple. Je sais pas, il y a d'autres questions après qui s'ouvrent. Juste pour répéter dans le micro, la question c'était comment Charlotte avait appris le chant de gorge puisque sa grand-mère ne le chantait pas. Charlotte, elle a appris quand elle a quitté le Nunavut, le territoire inuit.
quand elle est arrivée à Ottawa, de ce qu'elle me raconte, je pense qu'elle s'est sentie aussi d'un coup loin d'où elle venait. Et c'était une façon de retrouver un peu ses origines. Enfin, le mot revient, mais quelque chose de son territoire, en tout cas. Et elle est tombée sur des enregistrements qui avaient été faits à une certaine époque. Et ça a été vraiment glanant là où elle pouvait trouver des enregistrements et d'essayer de reproduire ce qu'elle entendait avec Cynthia, une autre Inuk, une amie à elle, avec qui elle était à Ottawa. Et toutes les deux, elles se sont retrouvées un peu loin du Nunavut et avec cette envie de retrouver, de refaire vivre ces sons-là, qui étaient du coup pas de leur grand-mère, mais de leurs ancêtres. Et donc, ça a mis du temps. Pendant plusieurs années, elles ont repêché ça. Et puis après, maintenant, ça se fait beaucoup plus. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui reprennent le chant de gorge et je pense même qu'elles l'enseignent aux enfants à Ottawa, aux enfants inuits, du coup. Il y a juste quelqu'un qui veut revenir sur la notion de gagner ou de perdre. Donc il y a quand même cette notion-là, mais entre les chanteuses, du coup. Il y a une notion ludique de... Ouais, comme une battle, vraiment. Déjà, tu essaies de voir... Puis tu sais, c'est des gros sons, mais c'est quand même des petits détails. Si tu sonorises l'inspiration ou pas, ça change le jeu. Sur quelle lettre, sur quelle note. C'est hama, hama, hama. Ça change le chant. Donc c'est vraiment des petits trucs. Il faut... Ouais, il y a un côté battle, ouais. T'as un des chants qui s'appelle la competition song, vraiment le chant de la compétition. Donc il y a un petit côté compétition, mais... Déjà, le fait d'hyperventiler et de faire des drôles de sons, en tout cas, ça termine très souvent par un fou rire. J'ai jamais vu le truc j'ai perdu, merde, putain, c'est jamais vraiment grave, quoi. Ça se voit d'ailleurs, beaucoup des scènes de chant finissent aussi en rire dans le film, quoi. Là, c'est vrai qu'à force de le faire, maintenant, j'arrive mieux à gérer l'air que je sors et que je prends pour mettre un peu moins d'air et avoir autant de sons, finalement. Mais au début, t'en prends tellement que ça buzz, quoi. C'est un petit buzz bien gratuit, pas trop nocif pour la santé. Tu disais que le chant continuait de vivre en toi. Peux-tu nous dire comment ? Et est-ce que tu chantes spontanément teinté avec cette couleur ? Oui. Non. Ça... Souvent, quand je marche, il y a des choses qui me viennent. Je chante souvent quand je marche, des fois juste pour... je sais pas pourquoi, d'ailleurs, ça me vient comme ça, avec des nouveaux... des motifs qui sont pas du tout traditionnels, que j'ai pas appris. Soit des sons que j'entends, ou un truc, une mélodie, ça... Ce qui revient beaucoup, c'est que j'utilise beaucoup l'expire et l'inspire. Ça devient... Mais je peux aussi... chanter autrement, parler autrement, mais c'est vrai que ça grandit en moi parce que mes voix aussi continuent à se développer, comme un outil qu'on travaille, comme un instrument qu'on travaille et qui, du coup, je sais pas, c'est comme si ça développait une espèce de corne vocale, je sais pas comment dire, mais plus je chante, plus les sons se développent et plus je découvre des endroits aussi. Plus vers le nez, des trucs qu'on faisait pas nécessairement avec Charlotte, mais qui, moi, ça m'a ouvert une porte, en fait, où les sons ne sont plus tabous ou trop dirigés. Il faut parler comme ça, il faut chanter comme ça, telle hauteur, telle douceur, ça m'a juste ouvert une porte où, ah ouais, c'est possible aussi, et c'est pas moche, c'est pas interdit, du coup, c'est vrai que cette porte, elle s'est ouverte et je continue de découvrir, de me surprendre des fois par des sons et de me... Du coup, comme je chante maintenant des fois seule, j'essaie de voir aussi qui devient mon partenaire de jeu, de chant, soit les gens qui sont en face de moi, le public ou moi-même, d'essayer de me surprendre. Je gagne en habileté vocale, donc... Ça continue de se peaufiner. De se peaufiner, de s'ouvrir. Ouais. Ça ouvre encore. On a donc Léa, 11 ans, qui demande s'il existe des trios de chant de gorge. Donc tu disais tout à l'heure que c'était plutôt en duo, mais... Il y a une fois qu'on était dans le Nunavut où on était 3 et on essayait un chant à 3.
une note chacune. Après, c'est beaucoup des formes rythmiques binaires. Enfin, que c'est un rythme qui se fait qui est difficile de mettre à 3. Enfin, c'est ça. Mais ça, voilà, faudra en inventer. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être Pas forcément. Bon. Non, ben, Est-ce que ça fait mal à la ça gorge? fait mal à la gorge, non, en fait, non, quand même, au début, ça gratte. Non, mais c'est vrai. Non. Et puis, même des fois, on travaillait là-dedans. Il y a quelque chose qui est lié à l'endurance, où des fois, Charlotte, elle me disait, si tu arrives à ne pas trop boire, c'est bien. Après, ne pas te faire mal, parce que si tu te fais trop mal aussi, après, tu peux plus chanter, tu perds ta voix. Donc, c'était encore là de trouver une espèce de limite entre je suis dans le travail sans me faire mal. Faut pas aller jusqu'au moment où ça fait trop mal, mais il faut quand même que ça fasse mal un peu. Donc, c'est de trouver... Et puis, à un moment donné, ouais, s'il faut boire, mais c'est de travailler dans cette fatigue-là. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, souvent, qu'il y a des sons qui deviennent beaucoup plus en puissance ou plus différents, enfin, qui trouvent une certaine profondeur. Mais c'est surtout un massage. Quand je vais dans les voix en dessous de la voix, c'est une détente, en fait. Faut pas que je serre trop, sinon là, le son peut me faire mal, mais plus je détends, moi je le vois plus comme un massage vocal que comme quelque chose qui ferait mal. Ça me calme, finalement. Bon, bah, je pense que c'est bon. Merci beaucoup pour toutes ces explorations. Et Merci à vous, merci mon Dieu au festival d'avoir été, de maintenir sa présence, les rencontres possibles, même si c'est en ligne, en tout petit comité, de pouvoir partager des choses qui, en tout cas pour moi, ça mérite d'être, ça aide d'avoir un peu de rencontres, de poésie, de spontanéité, de partage. C'est pour ça aussi que j'ai fait un film, qu'on fait des films et que le chant, voilà, merci vraiment malgré tous les obstacles, de maintenir une actualité. Et puis c'est merci précieux. beaucoup pour tous vos échanges sur le chat. On voit qu'il y a des gens derrière les écrans, donc ça fait plaisir. Merci d'être là. Voilà. En ce mercredi soir. Il y en a beaucoup qui demandent qu'on finisse en chant. Ok. Ok, bon. Moi, je me suis presque refroidie en voyant le film.
Aya, 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, on vous souhaite une très bonne soirée sur ces... Bonne soirée. Et on se retrouve donc demain à 19h30 aussi pour la suite de la programmation. À demain. Bonne soirée. Merci.